Je vais essayer de pas rire tout le temps, j'ai du mal à être sérieux. Kuhn, c'est sérieux, non? Ouais, c'est très sérieux. Tiens, regarde, je t'ai amené un truc. Et pourquoi les raisins? Tu peux commencer par nous raconter qu'est-ce que ça te rappelle et quel est le contexte du raisin lié à ton exposition. Ah oui, le raisin, ouais. Effectivement, le raisin, cette boule, j'avais pris on peut dire on avait, parce que tu avais participé à un raisin noir. C'était pour le rite d'initiation, donc à l'achat d'un dessin, il y avait un rite de passage, on va dire, qui était lié à l'or, et donc une des manières d'amener l'or dans le corps de la personne qui achète, voilà, j'avais trouvé le raisin coupé en deux comme support, je me disais, adéquat par sa couleur, le contraste entre l'or et le raisin. C'était pour mentionner un aspect sacré, un petit peu du coup aussi. Et pourquoi alors mentionner un aspect sacré lorsqu'on parle de Philippe Kuhn? En fait, c'est pas lié à Philippe Kuhn, mais c'est lié à Philippe Kuhn parce que c'est le nom de cette marque. C'est plus lié au contexte qui serait ce que cette marque se propose d'aborder, c'est le rapport entre l'individu et une marque, justement, les marques lifestyle, et ce rapport à l'identité. Donc quand on achète des produits de marques, on va dire en tout cas connues, qui ont une image, et c'est l'image qu'on achète, quel est ce rapport entre l'identité et les vêtements qu'on va acheter, par exemple. Le fait de porter une marque, qu'est-ce que ça signifie et pourquoi on le fait. Et donc, vu que l'idée du projet c'est de jouer ce jeu-là mais en l'exagérant, en un miroir déformant, donc je prends ces images d'appartenance. Si on appartient à un Philippe Kuhn brand, ou si on décide de faire partie de cette tribu, de ce dogme, il y a un rite de passage. Et donc effectivement, dans ce rite de passage, on touche à quelque chose de sacré, mais c'était une manière un peu ludique, et en même temps c'était un vrai acte symbolique de se rallier à cet idéal, mais qui est en fait l'idéal de Philippe Kuhn brand, un idéal assez, on pourrait dire, ironique, parce que l'idée c'est de dissoudre le moi ou l'ego de la personne donc de l'individu, et d'intégrer l'ego, qui est cette forme que je reprends maintenant comme logo, ou de changer d'ego et de personnalité. Donc en achetant quelque chose, si on achète du Gucci, du Dior, quelque chose qui s'affiche et qui est reconnu par les autres, on s'accapare quelque chose d'une identité, c'est comme si on se remplissait et qu'on se donnait une valeur, c'est comme si c'était une béquille. Avec Philippe Kuhn brand, c'est la même chose, sauf que là c'est clairement affiché qu'il y a ça qui est en jeu, ce rapport à l'identité, et qu'en achetant un produit ou en se joignant à ce mouvement, on est en train de travailler à la dissolution de son identité pour prendre une identité valable qui serait l'identité de Kuhn. Donc de cet ego, voilà, c'est extrême. Et du coup, si c'est pour percevoir une autre identité et se mettre un autre masque, pourquoi avoir choisi ton nom? Mais parce que ça a commencé par ces dessins qui étaient... donc j'ai eu pendant presque 10 ans une marque de vêtements, créer une marque, trouver un positionnement, créer une image, faire des produits de collection par an, essayer de les vendre ou les vendre, avoir une agence de presse, faire des salons. J'ai arrêté cette marque en 2016, je m'étais dit je peux toucher à la mode, j'étais vraiment fatigué et éreinté par ce rythme et aussi la pression qui est liée à cette activité. Et puis un jour je faisais des collages et je suis tombé sur une page d'un édito mode dans un magazine de mode. Et j'ai commencé à écrire mon nom sur un des vêtements, et ça m'a fait tellement rire de ce nom qui est inconnu et de le voir affiché comme une marque connue, que voilà, le projet est né de ce pied de nez ou de ce parasitage. Donc voilà, il y a mon nom qui est dedans, mais qui est presque, je ne pourrais pas dire par défaut, parce qu'en même temps c'est un acte conscient, mais quand je répète ce nom, j'ai dû l'écrire maintenant des centaines, voire des milliers de fois, je ne dis pas que je suis en train d'écrire mon nom, c'est juste une succession de 6 lettres. Comme une entité. Oui, c'est presque abstrait, quoi. Je veux dire, et en même temps, ça définit mon identité. Donc en faisant ça, il y a aussi ce travail je pense que je m'en suis pris plein la gueule pendant toutes ces années dans ce truc de mode, et au fur et à mesure, j'étais de moins en moins dans le projet, en fait, parce que c'était aussi quelque chose... À la base, je suis pas styliste, et on s'éloigne de plus en plus, en tout cas à mes yeux, je pense, de ma créativité. Et en faisant ça, là, je me reconnecte à moi, et donc il y a mon nom qui est là, mais il y a aussi cette nécessité de faire quelque chose d'un peu absurde, il faut qu'il y ait de l'humour, et qui n'est pas forcément visible au premier abord. Ça peut être juste un projet d'un narcissisme complètement aberrant, mais voilà,
je l'espère, ou en même temps peut-être que je m'en fous, qu'on comprenne, mais comme j'exagère, je pense qu'à un moment, il faudrait voir à quelqu'un qui ne me connaît pas et à qui j'explique pas qu'est-ce qu'il pense en voyant ce genre d'image, ou qu'est-ce qui passe, quoi. C'est juste voilà, du narcissisme, ou si on sent qu'il y a un autre truc derrière. Le neurochoc. C'est ça. Pays du brol, quoi. Du jus de pomme ou à la menthe. Ce qui est toujours étonnant avec ce genre d'objet, c'est quand même super immonde. Et la quantité de travail qu'il y a derrière, c'est quand même des ingénieurs ou je sais pas qui bossent là-dessus, mais ils s'emmerdent, quoi. Et au final, t'as ça. Je mets juste ça dans un intérieur. La 3D. Poncho. Ben voilà, je vais customiser ça. Ça me paraît bien ça. Tu vois, je sais pas si t'arrives à choper l'image. Si. Tu vois, ils font cette photo. Ils se disent, ouais, ça c'est vraiment bien. Mannequin parfait, image chouette, bon détourage. Ils refont un zoom qui sert vraiment à rien parce que c'est même plus petit que tu vois. Et voilà, le packaging est fait. Super. Ou alors un rose, je sais pas qui c'est. Ouais, un rose. Nickel. Si tu veux perdre tes bras, tu mets ça sous les aisselles, en un mois il tombe. Est-ce que tu peux nous en dire plus de cette forme? Effectivement, ça c'est Ego, donc comme un ego, hein, écrit en majuscule. Et c'est la première expo que j'ai faite, c'était au MAD à Bruxelles. Et j'avais fait cette forme-là, c'est une structure de 3,30 m recouverte de bandes tricotées, qui s'appelaient les pelures d'Ego, des Ego Pins, et qui étaient faites par section d'1 mètre. Et on pouvait acheter à chaque fois 1 mètre. Avec 2 mètres, on fait une écharpe. Avec 3 mètres, je sais pas quoi. Avec 5 mètres, on peut se modifier, etc. Et donc, c'est un peu c'est même carrément à la fois la figuration de l'ego, le truc masculin, c'est le phallus aussi, c'est cet élément qui se montre, qui est fier de lui, et ce truc actif. Et donc ça devient l'icône ou le logo, ou le fondement de Philippe Kundebrand. Et hop, poncho. Un poncho. Avec un ami, on avait créé le concept de poncho mancho. C'est des ponchos pour les gens qui n'ont pas de bras. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette exposition de haut? Pardon, l'année passée, j'avais fait My Name is Your Fame, donc où j'ai présenté on pourrait dire ce personnage. Et donc il y avait cette structure de 3,30 m et puis un mur rempli de PK, donc les initiales, j'en ai fait 1300, et sur lequel j'avais placardé 3 des dessins, mais agrandis de manière à ce que le personnage soit à échelle 1:1, donc, et puis quelques slogans, les valeurs de la marque. Et donc là, l'idée c'était de montrer pour la première fois ces dessins que je publie sur les réseaux sociaux depuis j'ai commencé en août 2016, et donc tout simplement les montrer les originaux, quoi, les montrer en vrai, et montrer aussi le fondement, le point de départ de ce projet qui se veut après toucher à 360 degrés, que ce soit du vêtement, de la chaussure, de l'accessoire. Oui, tu veux vraiment créer une entité Philippe Keun, en fait. Oui, tout à fait. Et que ça aille jusque dans les esprits. Oui, à la limite que ça aille surtout dans les esprits, mais que ça puisse faire de la poterie. Il n'y a pas de limite,
envie de créer des objets qui, à mes yeux, font sens. Et de nouveau, si c'est du vêtement aussi, c'est la question que je me pose. Est-ce que faire du neuf, ça fait sens aujourd'hui? Alors ça serait peut-être travailler comme beaucoup font maintenant, avec du recyclé, du seconde main, mais être dans une démarche, on va dire, c'est d'être le plus conscient possible par rapport à ce qu'on a autour de nous. Pas être une marque en plus qui vend des choses, et je pense qu'il y a assez de marques qui font du bon boulot pourquoi encore rajouter quelque chose, créer encore un besoin comme ça à ce niveau-là, je pense que c'est pas nécessaire. Mais donc ça touche effectivement, en tout cas tout simplement c'est de moi me limiter à rien du tout et juste m'éclater, m'amuser et si je peux rencontrer des gens et faire des chouettes trucs avec des gens, bah tant mieux quoi. Quand je vois tout ça, il y a ce côté foisonnement de produits, pas forcément inutiles parce qu'ils ont une fonction, mais plutôt quand même de facture assez hideuse et qui font présenter comme ça fait quand même brol ou objet, voilà, on pourrait dire secondaire ou je sais pas comment expliquer ça, mais par rapport au projet, si les produits que je veux faire ou que je ferai partiraient du principe inverse qui est de peut-être à la base on n'a plus besoin de produits ou c'est pas vraiment nécessaire, il y a déjà assez de choses, mais donc si vraiment ce truc est amené au monde, c'est qu'il y ait une vraie, en tout cas un soin et une raison ou alors que ça utilise des choses qui existent déjà, qui est cette notion de recyclage, mais pas encore de foisonnement, de juste faire pour faire quoi. Et le fait d'être pluridisciplinaire comme ça, parce que du coup tu parles de vêtements, on est sur de la création visuelle, on parle de poterie, tout ça, est-ce que c'est une réflexion autour de l'importance que prend justement tout ce phénomène de marque, de consommation? J'imagine que ça parle de consommation de l'art aussi. Oui, tout à fait. Oui, c'est sur les deux terrains. C'est que, oui, ça touche à ça, mais là c'est plus vraiment, là c'est par rapport à moi, mais j'ai toujours fait différentes choses et j'ai pas envie de me limiter en faisant ce projet-là. C'est aussi, il y a ce côté très personnel, c'est de créer un système qui moi me permet de m'exprimer. Et dans cette volonté de faire quelque chose de créatif, c'est aussi dans cet acte-là poser un cadre, c'est politique qui me vient en nous, mais je ne suis pas du tout politique, mais un cadre où il y a aussi une réflexion par rapport à l'acte qui est posé. Donc par rapport à un contexte, telle création, en quoi ça secoue le contexte, ou ça le nourrit, ou ça se met à côté, et avoir ça en tête quand l'acte créatif est posé ou quand il est proposé. Quoi. D'accord. Donc c'est à la fois un geste et un geste dans un environnement. Quoi. Pourquoi ce coton? Ce que je cherche, c'est un coton. Donc ça, c'est du coton écru, donc qui serait un coton non traité, on pourrait dire non teinté. Et à m'y donner, ils appliquent une sorte de couche de finition qui fait qu'il est un peu rigide. Et c'est un support parfait pour dessiner dessus, quoi. Donc c'est comme si tu avais un gros canevas de peinture, mais qui se prête aux vêtements, quoi. Là, je vais quand même commencer à faire des fringues aussi, quelques-unes. J'ai en tête une image et je verrais bien un groupe de personnes tout en blanc, de bas en haut, mais avec la typo à gogo, on va dire. Je pense que ça pourrait être chouette. Un tissu, ça peut vraiment parler, tu le touches et puis tout d'un coup tu vois ce qui pourrait devenir. Est-ce que quand tu vends tes dessins, donc là le prix d'un dessin c'est 121 €, Oui. c'est ça? Oui. Est-ce que quand tu vends tes dessins à une population qui est quand même, j'ai assisté au vernissage, qui est quand même très dédiée au monde de l'art contemporain, de la galerie, de tout ça, il y a une réflexion qui est portée un peu sur ce marché de l'art, de se dire j'ai pris une page de magazine, j'ai dessiné dessus et j'ai rendu cette page, je me suis approprié cette page pour la rendre queue. Mais quand je la vends, est-ce que ça fait partie, est-ce que le prix, est-ce que tout ça font partie aussi de ta pratique et de ta démarche, de ta réflexion? Je suis content que tu poses la question parce que c'est un des axes aussi de ce projet. Donc, effectivement, le 121, c'était pour faire 100 € plus TVA. Donc la TVA s'inscrit dans le nombre. Après, les gens ne connaissent pas la TVA,
où je suis indépendant, pour moi c'est un truc qui est présent, quoi, mais donc il y a ce chiffre un peu étrange. Et effectivement, j'ai même pensé à un moment vu que c'est un projet qui va à la fois, j'ai envie qu'il soit dans un milieu mode, si je parle du vêtement, mais aussi dans un truc qui pourrait être dans des galeries, ou ça peut être un peu partout. Même partout, je me dis à un moment, si je fais une collection de vêtements, il faudrait qu'il soit vendu dans des boucheries ou quelque chose toujours trouver quelque chose de décalé. Totalement décalé. Voilà, pour autant que ça soit intéressant. Mais donc la notion de prix est quelque chose qui, par rapport à cette première expo que j'ai faite avec les pelures d'Ego, où c'est des écharpes, en tout cas des sections de 1 mètre de tricot, elles étaient vendues certaines étaient vendues à 50 € du mètre, d'autres à 350. Pour la même matière, même nombre de matière et juste un motif différent. Donc, il n'y a pas de logique de prix à ce niveau-là. C'est déstructurer aussi la logique de positionnement de marque, qui est vraiment, quand on crée une marque de vêtements, on a un prix de revient d'une pièce et après on va décider si on s'adresse à bas de gamme, haut de gamme, moyen de gamme. Et là, c'est du marketing. Et donc, c'est aussi, à travers ce projet-là, de considérer pas juste le produit, mais tout ce qu'il y a autour, le marketing, le positionnement, et de jouer avec ça. Tout ça, c'est des éléments de jeu. Et ça renvoie de nouveau à mes 10 ans de pratique de ces choses à laquelle j'étais confronté. Et donc, c'est maintenant de me dire mais comment on peut déconstruire ces petites choses-là. Et donc, c'est des trucs que j'appelle la volatile price policy, donc c'est la politique de prix volatile. Et sur le site, il va y avoir des produits on pourra voir au jour le jour l'évolution du prix. Et un jour, peut-être que, je sais pas, si c'est une paire de chaussettes, elle est à 15 €, le lendemain elle est à 17, le surlendemain elle est à 18, après elle passe à 40, et puis à 25, et puis à 2, et puis à 3. Donc on pourra choisir quand on veut l'acheter, en se disant que si on attend un moment où c'est le moins cher, peut-être qu'il n'y en aura plus, mais juste dire, détacher le produit de sa valeur marchande. Et donc voilà, donc par rapport à, dans un autre contexte, par rapport à une galerie, je m'étais dit aussi ici, dire si on en achète 3, on a un 4e gratuit, plus comme les vêtements, tu vois. Quand tu achètes dans certaines boutiques au moment des soldes, c'est 2 plus 1, et dire j'aurais pu faire ça aussi ici, dire prendre la logique qui vient du monde de la mode et l'appliquer au champ de l'art. Bon, là en l'occurrence je ne l'ai pas fait, mais ce sera pour une prochaine fois. Et qui pour certains va être dévalorisant, ou dire mais c'est pas, tu ne vends pas au kilo tes trucs, mais pourquoi pas en fait, tu vois. Tu vends pas au kilo aussi le dessin. Hein. Mais voilà, c'est brouiller, quoi, juste utiliser des vocabulaires de chaque champ et voir ce que ça fait quand on est mis. J'en ai plus, effectivement. Ouais, je crois que là, il va bien. Il est un peu là en dessous. Oh yeah. Oh yeah. Voilà, ça Je vais en prendre une. Rapporter comme ça, évidemment. Et c'est facile d'être un outsider quand tu es de toute façon outsider par ta position, personne ne te connaît et tu peux faire pipi dans ta baignoire, tout le monde s'en fout, mais une fois que tu fais pipi dans ta baignoire, qu'elle est filmée qu'elle est vue par le monde entier, est-ce que tu continues à pisser dans ta baignoire ou tu te dis ah mais non là, quoi, tu vois,